Alors juste pour illustrer ce propos, voici un exemple de matériel que l'on peut retrouver. Donc je vous ai parlé des ossements, je vous ai parlé des dents, des momies égyptiennes, par exemple le mammouth qu'on retrouve, vous avez sans doute vu plusieurs fois déjà dans des reportages à la télévision, des mammouths complètement conservés, on les retrouve en entier, quasiment intacts, même parfois on peut récupérer des poils. Et ces poils, on peut donc les analyser avec la paléogénétique. On peut aussi travailler sur des crottes qui sont fossiles. Donc parfois c'est ce type de matériel qu'on retrouve dans des grottes. Ou même des restes d'insectes, même très anciens, il est parfois possible de récupérer encore de l'information génétique. Et puis aussi au niveau végétal, à partir de graines, de pollen, de plantes, de bois, ou de résidus même d'amphores. Par exemple, ça c'est des travaux qui sont effectués dans notre laboratoire. Ou parfois même, quand on n'a même pas d'échantillon, c'est-à-dire même pas de support, ni d'os, ni rien, on peut travailler directement à partir de sédiments ou même de glace. Donc ça, c'est des travaux qui sont relativement récents et qui ont montré des résultats très intéressants. Donc en résumé, on peut récupérer de l'ADN de sources très très variées et à partir de substrats très très différents. Alors jusqu'où peut-on remonter dans le temps? C'est-à-dire jusqu'où peut-on récupérer de l'ADN? Alors au départ, les premières études qui ont été réalisées, on a pensé qu'on pouvait... Alors on a commencé avec des choses relativement récentes, comme le thylacine qui a disparu il y a environ 80 ans, ou le quagga dont je vous ai parlé tout à l'heure. On est remonté petit à petit dans le temps, avec par exemple le tigre à dents de sable, le smilodon, puis l'ours des cavernes, etc., etc. Et puis il y a des études qui se sont même intéressées, par exemple, à des vieilles feuilles de magnolia, ou des dinosaures, ou des insectes pris dans l'ombre. Mais dans ce cadre-là, les échantillons analysés ont plusieurs millions d'années. Donc là, même jusqu'à 130 millions d'années. Le problème, c'est qu'on s'est aperçu assez rapidement que certains résultats pouvaient être erronés. Et notamment ici, par exemple, les premières séquences qui avaient été obtenues pour un dinosaure, laissant supposer qu'on pourrait éventuellement recréer, comme dans le film Jurassic Park, des dinosaures, en fait, c'était des séquences fausses, des séquences contaminantes, qui étaient des séquences humaines. Et on s'est rendu compte, à la suite de ces travaux et à la mise en évidence de ces erreurs dans le séquençage, que l'ADN ancien qu'on analysait, en fait, était très dégradé, qu'il était présent souvent à l'état de trace, il y en a très 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 peu qui est conservé à travers le temps, quand il en reste. Et deuxième problème, qu'il y avait des risques importants de contamination par de l'ADN actuel. Par exemple, quand vous prenez un os, par exemple même un os de dinosaure, juste le fait de le toucher avec les mains, sans gants, sans rien, vous allez laisser des cellules épithéliales dessus. Et quand on va faire l'analyse, eh ben on peut récupérer de l'ADN humain. Donc là, c'est ces erreurs de départ qui ont mis en évidence toutes les caractéristiques de ce type d'ADN et qui ont mis en évidence qu'il fallait utiliser un protocole beaucoup plus strict et prenant en compte toutes ces caractéristiques pour pouvoir récupérer de l'ADN ancien et pouvoir le considérer comme authentique. Alors, je vous ai montré ici un exemple de protocole que l'on suit pour récupérer cet ADN ancien. Alors, dès la mort en fait, d'un individu, l'ADN va commencer à se dégrader. Donc, il va se dégrader suivant le moment où vous récupérez les restes, qui sont, si ces restes sont là depuis un certain temps, vous allez récupérer plus que des ossements. Donc vous allez par exemple partir d'ossements pour aller essayer d'extraire de l'ADN à partir de cet os. Mais on a vu que cet ADN, il était très très dégradé et qui en présentait en plus très très peu. Donc pour pouvoir l'analyser, on va être obligé de l'amplifier. Et on va l'amplifier, on va aller chercher, on va rechercher des tout petits fragments d'ADN qu'on va amplifier. On utilise des techniques de biologie moléculaire assez particulières. Et si on a de la chance et qu'il restait suffisamment d'ADN, on va être à même de l'amplifier et donc d'accéder à une séquence.
Cette séquence, elle vous est représentée ici avec une succession de bases, comme je vous ai parlé au départ, de ACGT. Une fois qu'on a cette séquence, on va pouvoir aller la comparer à des banques de données, qui sont des banques de données qui sont disponibles dans le monde entier. En fait, tous les chercheurs mettent en commun leurs données. Et donc, vous allez par exemple pouvoir déterminer que la séquence que vous avez amplifiée, qui est obtenue ici, est bien par exemple une séquence de moutons, simplement parce qu'entre les espèces, il existe des différences entre les séquences. Alors, je vous ai parlé du fait que c'était dégradé et du fait qu'il y avait des problèmes de contamination. Et donc, il y a toute une partie des étapes qui sont réalisées ici, notamment à partir de l'extraction d'ADN, qui doivent être réalisées en fait dans des conditions très particulières, qui sont des salles blanches. Ah, il manque un bout de photo. Avec les salles blanches, c'est pas grave. Donc c'est des salles en fait un peu particulières qui sont en surpression. Donc c'est-à-dire qu'on rentre dans ces salles et l'air ne peut pas rentrer avec nous. Au contraire, c'est de l'air qui sort pour éviter des contaminations liées par exemple au pollen qu'il y aurait dans l'air. Dans ces salles, on a également un processus particulier qui permet d'avoir de l'air qui est filtré. Donc l'air, il est ultra propre. Et cet air est également, ces salles sont également exposées aux UV pour dégrader toute trace d'ADN qui pourrait être présente. Donc on travaille dans des conditions très très strictes. Et en plus, pour pouvoir travailler dans ces salles, vous avez des exemples sur les deux photos qui sont présentées ici. On s'équipe de combinaisons en entier, on prend des précautions, on met plusieurs paires de gants, on met des masques, on met des charlottes, donc c'est protection des têtes, simplement pour éviter que nous-mêmes, le manipulateur, puisse introduire des contaminations sur les échantillons sur lesquels on va travailler. Alors si on prend en compte toutes les précautions dont je viens de vous parler, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'études qui ne pouvaient pas être validées, pour lesquelles on ne pouvait pas être sûr que l'ADN qu'on avait extrait était de l'ADN authentique. Pourquoi? Eh bien parce qu'elles ne présentaient pas tous les critères de précaution, etc., qu'on pouvait attendre, notamment par exemple obtenir indépendamment 2 fois le même résultat pour un échantillon donné. On ne pouvait pas l'obtenir, et notamment c'est le cas pour tous ces échantillons, tous ces cas-là, des feuilles de magnolia fossilisées jusqu'aux insectes dans l'ambre, qui se sont révélées en fait, pour l'instant, à mon sens, pas authentiques. Ce qui fait que, si on veut reparler quelle gamme de temps pour l'ADN ancien, pour moi, les études en fait, qui présentent ces types de précautions et donc les caractères d'authenticité que l'on pourrait attendre, on peut déduire en fait que cet ADN est conservé jusqu'à environ 500 000 ans. Ça ne veut pas dire qu'on ne retrouvera pas des séquences plus anciennes, mais que pour l'instant, dans ce qu'on connaît, dans les articles qui sont publiés, on est à peu près dans cet ordre-là de 500 000 ans.